Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. S'arrêter de respirer, souvent la nuit, et oui, ça existe, c'est même beaucoup plus fréquent que vous ne pourriez l'imaginer. Ça arrive à près de 8% d'entre nous avec des conséquences graves pour notre santé. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un fléau de santé publique malheureusement méconnu. 1, 2, 3 Santé fait le point et on démarre avec notre question du jour. Comment savoir si on fait de l'apnée du sommeil? Et pour aborder cette question de l'apnée du sommeil, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur David Bessé. Vous êtes médecin du sommeil et président de la Société Antillienne du sommeil. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'exactement ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Le syndrome obstructif du sommeil, c'est des épisodes récurrents d'obstruction des voies aériennes supérieures. Autrement dit, c'est des arrêts respiratoires nocturnes. Quand on dort, on fait des petites pauses respiratoires sans qu'on s'en rende compte. Donc pendant ces arrêts respiratoires, l'oxygénation de notre corps ne se fait pas. Et c'est ça qui entraîne les conséquences? Exactement. Quand on fait des arrêts respiratoires, il y a ce qu'on appelle des hypoxémies, des désaturations nocturnes, et donc ça a des conséquences sur la qualité du sommeil, le fonctionnement des organes. Qui est concerné par ces apnées du sommeil? Alors, l'apnée du sommeil, il y a des facteurs de risque, en particulier les obèses, les personnes âgées, le sexe, c'est surtout les hommes que les femmes. Les femmes, c'est surtout après la ménopause où on voit un pic d'apnéique, syndrome d'apnée du sommeil, et surtout les tabagiques ou les alcooliques. Alors on a dit tout à l'heure, 8% de la population, mais est-ce que tous le savent? Non. Malheureusement, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui reste sous-diagnostiquée. 9 patients sur 10 ne savent pas qu'il est apnéique. Et c'est vrai qu'il y a un grand effort de sensibiliser au dépistage de ce fléau sociétal. Alors pour la dépister, donnez-nous les différents signes de cette maladie pour qu'on puisse mieux la connaître. Alors, le diagnostic de l'apnée du sommeil se fait à partir d'un certain nombre de faisceaux. D'abord, les manifestations, comment ça se manifeste l'apnée, c'est des gens qui se réveillent surtout le matin, qui se plaignent d'une mauvaise qualité de sommeil. Ils se plaignent de maux de tête, des céphalées, des migraines, surtout des fatigues. C'est des patients qui disent « Docteur, je suis tout le temps fatigué. Je suis fatigué, et je n'ai rien, mais je suis fatigué. » Donc c'est les asthénies diurnes, c'est les hypersomnolences, ça c'est les signes du jour. Les hypersomnolences, c'est les gens qui s'endorment facilement, ou les patients disent, voilà, j'ai des coups de barre. Après le repas, tout ça, bof, ils s'endorment. C'est ça qui témoigne d'une mauvaise qualité du sommeil. Donc il y a des signes qui apparaissent le jour, on les a cités, et il y a des signes la nuit, à savoir la roncopathie, c'est les gens qui ronflent beaucoup. Vous pouvez trouver des sursauts, vous pouvez trouver des sensations de suffocation nocturne. Les patients disent que j'étouffe la nuit, je me réveille en étant étouffé. Et aussi les nicturies, c'est des patients qui ne sont pas diabétiques, mais ils te disent, docteur, moi la nuit, je me réveille 3-4 fois pour faire pipi. En fait, il y a un processus cérébral qui fait que nous, on dort, le cerveau ne dort pas, il a besoin d'oxygène et de sucre pour fonctionner, mais s'il y a un arrêt respiratoire, il y a un processus qui fait que la vessie se remplit vite, donc il y a des nicturies, donc une polyurie, donc on se réveille plusieurs fois pour aller faire pipi la nuit. Alors la personne qui est à côté de ce patient qui peut présenter des signes d'apnée du sommeil, qui dort avec cette personne, va s'en rendre compte, elle va pouvoir le noter. Alors, ça pose souvent un problème dans le couple. Il dit, voilà, on fait chambre à part parce qu'il ronfle beaucoup ou elle ronfle beaucoup. C'est un vrai problème alors que ça se soigne. Hein. L'apnée du sommeil, c'est pas une fatalité, c'est un problème de diagnostic. Donc, c'est vrai que ça pose un problème au niveau du domicile, ça ronfle beaucoup. Tout le monde sait que voilà, un tel, voilà, ça il a commencé à ronfler parce que la caractéristique d'un ronflement, c'est l'intensité, sa durée et
La gêne occasionnée pour les autres. La gêne occasionnée pour les autres. Et en termes de décibels. Oui. C'est-à-dire, il y a des ronfleurs, on ne les entend pas beaucoup, mais il y a des ronfleurs qui ont une grande sonorité. Donc l'intensité et la sonorité. Il y a un lien entre le ronflement et l'apnée du sommeil. Ah oui. On peut ronfler et ne pas faire d'apnée. Il y a des grands ronfleurs sans apnée. Oui. Il y a des grands apnéiques sans ronfleurs. Il y a les deux, ronflement et apnée. Mais c'est vrai que dans les ronflements classiques, on est fatigué, on ronfle. Alors, donc c'est un ronflement épisodique. Pour déceler cette apnée du sommeil, on procède à un enregistrement du sommeil, c'est bien cela? C'est ça. Alors je vous propose qu'on regarde à ce sujet un petit reportage et on en parle juste après. Diagnostiquer le plus tôt possible le syndrome de l'apnée du sommeil est très important pour sa prise en charge par la suite. Le médecin traitant, le médecin spécialiste du sommeil ou le pneumologue peuvent proposer des examens spécialisés comme la polygraphie ventilatoire, la polysomnographie et différents autres types d'examens. Écoutons le docteur David Besset, il nous explique. Dans les explorations du sommeil, il y a plusieurs types d'exploration de sommeil. Il y a donc avant tout ce qu'on appelle l'agenda du sommeil. C'est une échelle où le patient lui-même le remplit chez lui pour savoir à quelle heure il dort, à quelle heure il se réveille. On a donc une appréciation sur on va dire, une analyse qualitative et quantitative du sommeil. Ensuite, il y a des enregistrements du sommeil qu'on fait. Il y a plusieurs types d'enregistrements du sommeil selon les pathologies. Soit que le patient vient dans un cabinet, on pose les appareils et il va chez lui. Le lendemain, on récupère les appareils, on transfère les données et on pose un diagnostic. Dans les appareils qui enregistrent le sommeil, vous avez ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire, c'est un examen simple où en fait on pose une canule nasale pour voir le flux sanguin, une sonde trachéale pour savoir les ronflements et les apnées. On peut mettre une oxymétrie pour calculer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène et aussi on voit l'activité cardiaque. Donc ça enregistre le ronflement, l'apnée du sommeil, la quantité de saturation en oxygène dans le sang, etc., les positions. Et on a un autre examen qui est beaucoup plus complet qui s'appelle la polysomnographie. C'est pareil que la polygraphie, mais on rajoute des capteurs du cerveau. C'est-à-dire on enregistre le cerveau dans sa phase sommeil avec des capteurs jambiers pour savoir les mouvements musculaires. Donc la polygraphie, la polysomnographie, il y a d'autres tests beaucoup plus pointus qui sont le TIL test. À ce moment-là, on calcule le temps d'endormissement. Le patient est dans une chambre, il est chambre obscure, et on va mettre un appareil qui nous permet de calculer son temps d'endormissement. Ce qui arrive, c'est les accidents de la route. C'est-à-dire les gens qui s'endorment au volant, les gens qui s'endorment en réunion, ce qu'on appelle les hypersomnolences diurnes. Et vous avez aussi un autre test qui s'appelle le test de maintien de l'éveil. C'est-à-dire, on va dire au patient dans une chambre, on pose des appareils, on va lui dire, voilà, il faut lutter contre le sommeil. C'est l'inverse du premier test, où on dit, il faut essayer de dormir. Donc, ces examens-là, ils n'existent pas dans toute la Guadeloupe, mais actuellement, on peut les faire en Guadeloupe, avant de les envoyer en métropole. Et enfin, il y a un dernier examen qu'on souhaite toujours l'avoir, c'est la polysomnographie sous vidéo. C'est-à-dire on fait l'appareil complet, mais on a une vidéo dans une chambre spéciale pour justement analyser certaines pathologies du sommeil, comme les somnambules, comme ceux qui parlent, ceux qui font des convulsions et d'épilepsie pendant le sommeil. Voilà en gros les différents examens, les explorations du sommeil. Mon épouse me disait que je ronflais assez fort. Et puis, comme on dit, j'ai été voir mon docteur traitant. Je lui ai expliqué mon problème, les coups de fatigue que j'avais au cours de la journée. Je me levais le matin à 5 h très bien et vers les 10 h, 11 h, paf, comme une pile qui s'est déchargée en fait. Et j'avais des petites somnolences au cours de la journée aussi. Ce qui fait que mon docteur traitant m'a dit, il faut aller voir un spécialiste qui est le docteur Besset. Et de là, le docteur Besset m'a dit, attends, je vais te faire, tu seras quelqu'un d'autre. Je vais te suivre, et, te donner un traitement aussi, et tu verras, tu seras quelqu'un d'autre. Voilà.
Notre centre du sommeil, Belle en Nuit, serait le premier dispositif à accueillir en Guadeloupe des patients présentant des troubles du sommeil de la vigilance, aussi pour les adultes que pour les enfants accompagnés de leurs parents. Le sommeil occupe un tiers de notre vie. Belle en Nuit serait la première pierre dans la découverte des pathologies du sommeil de la vigilance, en particulier en prévention des pathologies de santé publique, telles que l'apnée du sommeil, les comorbidités de l'obésité chez l'adulte comme chez les enfants, les AVC et aussi la narcolepsie, qui est quand même la deuxième cause des accidents de la voie publique. Les patients sont adressés de part et d'autre de la Guadeloupe par les médecins spécialistes et aussi les établissements de santé tels que le CHBT ou le CHU. On se positionne actuellement comme centre de sommeil de première ligne, c'est-à-dire réaliser le premier diagnostic et mettre en place un traitement. Les patients sont installés dans des chambres individuelles tant que possible, avec donc des conditions optimales de confort, de luminosité et de calme. Nous avons aussi des chambres doubles pour les parents qui accompagnent les enfants. Dans nos projets à venir, nous allons installer une station ultramoderne au CMS d'ici premier trimestre 2021, qui va consister en fait à avoir une caméra infrarouge pour les pathologies telles que le somnambulisme ou l'apnée du sommeil. Donc en l'occurrence, la caméra sera reliée à une centrale où là on pourra en fait observer le patient pendant son sommeil. Alors on le voit, cet enregistrement du sommeil va montrer des pauses. Quelles vont être les conséquences de l'apnée du sommeil dans la vie quotidienne? Vous le disiez tout à l'heure, parfois au domicile, avec des lits séparés, des couples qui ne peuvent plus dormir ensemble. Il y en a d'autres? Dans les conséquences de l'apnée du sommeil, on distingue d'abord en termes des domestiques. Donc c'est les gens qui s'endorment. Donc le plus grave des accidents, c'est surtout l'accidentologie. C'est les gens qui s'endorment au volant. Ah oui. En particulier pour les chauffeurs routiers, pour les chauffeurs professionnels, chauffeurs de bus, c'est-à-dire nos enfants. Et en gros, c'est des accidents qui arrivent, on va dire, de midi à 18h. C'est là, puisqu'ils dorment mal, et donc dans la journée, il y a un sommeil non réparateur, ils s'endorment au volant, c'est les coups de barre. Ça, c'est le responsable des somnolences au volant, c'est l'apnée du sommeil. C'est aussi dans les arrêts de travail. C'est des personnes qui sont au travail qui ne tiennent plus. C'est-à-dire, on voit par exemple que les enseignants, ou quand on dort très mal, on ne récupère pas, on ne répare pas bien la nuit, on a du mal à se concentrer, donc en classe ou pendant le travail diurne, on n'arrive plus à tenir. Ça, c'est une des conséquences de l'apnée du sommeil en termes de vie quotidienne. Maintenant, en termes de complications, de pathologies qui est provoquée par l'apnée du sommeil, on distingue trois grandes classes. Les pathologies dites métaboliques, c'est des complications métaboliques, à savoir le diabète, c'est-à-dire que quand on dort, on n'a pas un fonctionnement qui est correct, donc on peut développer du diabète. On prend les kilos, les obèses. On a aussi, en termes métaboliques, une baisse de la libido, parce qu'il n'y a plus de vascularisation correcte. Donc, ça, c'est les pathologies métaboliques, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, obésité, diabète, etc. Ça, c'est à part. Ensuite, les autres complications cardiovasculaires, surtout chez nous, c'est surtout l'hypertension artérielle. On parle beaucoup, c'est des hypertensions artérielles réfractaires, c'est résistantes. C'est des dames ou des messieurs de certain âge et qu'on n'arrive pas à régulariser leur hypertension artérielle. C'est une des conséquences de l'apnée du sommeil. L'hypertension artérielle, vous avez aussi les troubles du rythme cardiaque. Quand on dort, on ronfle, on fait l'arrêt respiratoire, donc du coup, il n'y a pas d'air, le cœur il pompe, donc ça donne des tachycardies, des arythmies liées à l'apnée. Vous avez aussi les AVC. Alors l'AVC, pareil, on sait qu'à peu près il y en a 4 ou 3 par jour en Guadeloupe. Pratiquement 60% des AVC ischémiques ont une relation avec l'apnée du sommeil. C'est-à-dire quand on dort, un arrêt respiratoire et une hypertension qu'on appelle les HTA non d'hyper, c'est des hypertensions qui se fabriquent la nuit. Les patients se réveillent le matin et il fait 16-10 de tension, alors que la journée elle est bien, parce qu'il était en arrêt respiratoire. Ça aussi, c'est une des causes des AVC. Et vous avez ensuite les infarctus du myocarde, les insuffisances cardiaques, etc. C'est des problèmes de vascularisation du cœur. Et enfin, on arrive à la troisième volet des
conséquences de l'apnée du sommeil qui sont tout ce qui est comportemental. Les gens qui font de l'apnée du sommeil, il y a des problèmes de mémoire, ils sont irrités, ils sont très nerveux, ils ont difficulté à se concentrer et aussi il y a des états dépressifs qui sont liés à l'apnée du sommeil. Ça, c'est en gros les grands axes de complications de cette pathologie. Ce manque chronique d'oxygénation la nuit, est-ce que ça n'entraîne pas un certain vieillissement du cerveau aussi? Si. Le cerveau, pour fonctionner, nous, on dort un tiers de notre vie. C'est-à-dire le sommeil, c'est un tiers de notre vie. Et ce tiers de notre vie, nous, on dort, le cerveau ne dort pas. C'est une machine qui travaille tout le temps. Le cerveau lui faut de l'oxygène et du sucre. Si on manque d'oxygène et de sucre, on est mort. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de sucre. Donc nous, quand on dort, on est un petit peu mis en veille, comme dans notre PC, on dort, veille. Lui, il répare. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc au niveau neuronal, donc les tissus sont mal oxygénés, donc ça va accélérer le vieillissement cérébral et fabriquer d'autres pathologies endocriniennes. Si, ça accélère le vieillissement. D'autres organes peuvent souffrir aussi, l'intestin, le pancréas. Quand on dort, normalement, on doit être mieux ventilé, mais comme il n'y a pas d'air qui rentre, donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une espèce d'iléus, donc au niveau digestif, l'estomac, les intestins, la digestion ne va pas se faire correctement, et donc entre guillemets, je dirais que les kilos se prennent la nuit, puisqu'on ne digère pas. Pareil qu'au niveau du diabète. On sait que dans l'apnée du sommeil, il n'y a pas une bonne digestion, donc il nous faut la priorité de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une insulino-résistance, donc le diabète aussi peut être provoqué par cette apnée du sommeil. Donc l'impact est en fait multiple. S'il n'y a pas d'air, l'apnée ou le ronfleur, c'est quoi? C'est quand on plonge dans une piscine, on est obligé de remonter. Mais c'est que des gens, ils plongent, mais ils restent toujours au fond. C'est ça l'apnée. Combien de temps ça peut durer, ces arrêts? Alors, la définition de l'apnée du sommeil, c'est un arrêt respiratoire de plus de 10 secondes. Ah oui, donc c'est ça. La définition, c'est quand on arrête de respirer plus de 10 secondes, c'est ce qui définit l'apnée du sommeil. Après, vous avez léger, modéré à sévère. Après, c'est une classification. Alors, est-ce que ça peut concerner également les enfants? Oui. On a certains enfants, on va dire à peu près 5 à 10% des enfants. On a une proportion d'enfants très très jeunes. Des enfants, même des femmes enceintes, même des nourrissons, même des enfants. Et en fait, aussi chez l'enfant, chez l'adolescent, on voit qu'il y a aussi cette obésité qui apparaît chez l'adolescent. Et aussi, il faut penser chez l'adolescent de rechercher l'apnée du sommeil. Parce que s'il ronfle, il fait des pauses respiratoires, c'est-à-dire aussi que par le processus d'un arrêt respiratoire, au niveau digestif, au niveau cérébral, donc tout ça sera perturbé. Alors c'est causé par quoi chez ces enfants, ces arrêts respiratoires? Quelles sont les causes? Dans la première enfance, on va dire, le docteur Périn connaît mieux que moi, je sais, c'est surtout les hypertrophies amygdaliennes, les angines à répétition, les rhinites, les allergies chez l'enfant. Donc ça fait une obstruction des voies aériennes. Et donc du coup, ça ronfle, ça fait ronfler, les enfants ne sont pas bien, ils ne mémorisent pas bien, la croissance ne se fait pas bien. Donc ça donne aussi des grands ronfleurs. On peut dépister et soigner. Les enfants qui fréquentent beaucoup les collectivités, par exemple, ont une stimulation importante de leurs moyens de défense et avec une hypertrophie, comme vous avez bien dit, des végétations. Et c'est le propre de l'enfant d'avoir des infections à répétition. L'obstruction des narines va entraîner tout le syndrome que vous décrivez. Exactement. Alors, quel traitement il existe pour cette apnée du sommeil? Alors là, bon, il y a les règles d'hygiène de vie, on va en parler. Et actuellement, puisque dans la vidéo qu'on va voir, on voit que quand on dort, la langue, c'est 18 muscles. Donc on dort, normalement il y a les voies aériennes supérieures, on respire, on expire, on inspire, on expire. À partir du moment où la langue va tomber en arrière, donc il y a une obstruction. Donc il n'y a plus, c'est ça qu'on ronfle, parce que la trachée au niveau de voie aérienne va se rétrécir, c'est ça qui produit le sang du ronflement. Il va y avoir ce qu'on appelle la PPC, c'est un traitement mécanique. Les pressions positives continuent, c'est des appareils qu'on fait avec un masque. C'est pas de l'oxygène et ce n'est pas un ventilateur, c'est de la ventilation. Elle nous fait respirer, donc c'est des pressions. Elle va ouvrir les voies aériennes. Donc en premier temps,
on va commencer, quand c'est des stades sévères, on va commencer par faire cette ventilation, par ce qu'on appelle la PPC, pression positive continue. Mais justement, on regarde ce reportage dont vous parliez à l'instant et on en parle après. La PPC, pression positive continue, est une pression qui permet d'ouvrir les voies aériennes. Chez A2S, Hendrik Firpillon nous explique. Donc, on accède à ce matériel par l'intermédiaire d'une prescription médicale que le pneumologue va nous envoyer. Il y a 3 types de masques. Donc, le masque nasal, qui englobe le nez, c'est le masque de base qu'on utilise lors de l'appareillage. C'est aussi le masque qui est le plus facilement, le plus facilement apprécié et accepté par les patients. Ensuite, il y a le masque facial ou encore nasobuccal. Donc c'est un masque qui prend bouche et nez. Ça, c'est sur les patients qui dorment la bouche ouverte. Ainsi, ça évite une perdition justement de l'air qui passe au niveau de la machine. Donc le masque narinaire, c'est un masque avec le minimum de contact. Et ça permet aux patients qui portent des lunettes de ne pas avoir de problème, donc d'être plus confortable. Le masque est relié à la machine qui est une PPC, donc une pression positive continue, qui permet, grâce au flux d'air que la PPC envoie, d'éliminer l'apnée du sommeil, ou plutôt de la diminuer. L'apnée du sommeil, c'est lorsque, au niveau de la gorge, il y a une fine membrane et cette membrane se referme plusieurs fois durant la nuit. Alors, les machines ont un mémoire interne qui permet justement d'enregistrer les différentes nuits de sommeil du patient, donc, ainsi que l'évolution de l'apnée. En fonction du nombre d'heures que le patient aura fait, eh bien, le nombre d'apnées va diminuer. La machine enregistre aussi d'autres paramètres, tels que les fuites, donc l'observance. Donc l'observance correspond à la durée d'utilisation de la machine. En général, nous, techniciens, eh bien, nous faisons des observances sur 1 mois pour pouvoir envoyer au médecin. Le patient a un suivi personnalisé de notre part. Donc chaque année, le patient a droit à 2 masques. Non seulement il a droit à 2 masques, mais en plus, il y a le changement de filtre qui est effectué sur les différentes machines, le nettoyage, la maintenance, ainsi que les différentes observances et suivies afin de voir l'évolution de sa maladie. Tout ce suivi, toute cette maintenance est fait dans le but de non seulement faciliter le patient dans son traitement, mais aussi de le permettre d'être habitué avec sa nouvelle vie et de pouvoir justement évoluer positivement. Alors la question qui me vient quand je regarde ce reportage, est-ce que pour les personnes qui dorment sur le ventre, ça ne va pas être contraignant de maintenir ce masque durant toute la nuit? Non. L'appareil, les masques, on a plusieurs types de masques, les machines ont beaucoup évolué. C'est des petits appareils, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur le dos, sur le côté droit ou sur le gauche, l'appareil est adapté avec des tubulures, avec des masques. On tourne, que ce soit sur le dos, sur le ventre. Ils sont adaptés, donc ce n'est pas un handicap de dormir sur le dos ou le ventre. Ces appareils, ces masques sont adaptés à toutes les positions de l'être humain. Et ils ne sont pas trop bruyants non plus. Non. On va pas remplacer le ronflement par le bruit de l'appareil. Non, c'est-à-dire l'appareil doit traiter et l'apnée et le ronflement. Quelqu'un qui est bien appareillé pose l'appareil, vous avez des masques narinaires, le nasal, nasobuccal, vous avez le buccal. Quand on adapte bien l'appareil, bien le masque, parce qu'il faut une période d'adaptation, il n'y a rien du tout. Hein. Tout disparaît, aussi bien le ronflement que... Il y a plusieurs types d'appareils, mais actuellement, en 2020, on dispose de machines. Elles sont superbes, silencieuses, performantes. Alors justement, avec ces machines performantes, quel est le ressenti de toutes les personnes que vous voyez, que vous appareillez? Alors, la première des choses, c'est qu'elles retrouvent leur qualité de sommeil.
elle dort bien. Elle te dit, docteur, voilà, je me réveille, je suis plus fatigué, les maux de tête disparaissent, les fatigues disparaissent. Elles ont déjà une qualité de sommeil, une qualité physique, qualité de fonctionnement au quotidien meilleure. Alors, petit à petit, soit qu'on va voir leur tension artérielle, l'hypertension artérielle se stabiliser, le diabète se stabiliser, et aussi parfois ils maigrissent. Donc ils se sentent mieux, ils sont plus légers que quelqu'un qui s'étouffe toute la nuit. Donc du jour au lendemain, un épisode, les patients se sentent beaucoup mieux. Alors sur le plan pratique, ces appareillages sont pris en charge par la sécurité sociale, les mutuelles? Ah, complètement. Complètement. Totalement. Alors, sur Internet, on voit fleurir plein de propositions, de gadgets de toutes sortes, anti-ronflement, etc. Aidez-nous à trier le vrai de l'arnaque. L'apnée du sommeil, le ronflement n'est jamais quelque chose d'anodin. Hein. Ce n'est pas des petits gadgets qu'on va pouvoir... Parce que l'apnée, c'est un arrêt respiratoire contre la langue, il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. On ne peut pas la régler avec une petite canule, une petite... Il y a la ronchopathie, le gros ronfleur. Il y a l'apnée du sommeil. Je pense qu'il faut en parler à son médecin traitant. Et si c'était aussi facile de traiter l'apnée avec ces petits gadgets, ça fait très longtemps que... parce que la sécurité sociale paye ces appareils qui coûtent très cher. Hein. Donc c'est de la ventilation. Quand on arrête de respirer, quand on ronfle beaucoup, c'est des petits gadgets qui vont régler le problème. Donc il y a un effet de publicité. Mais nous, en pratique, on sait que s'il y a de l'apnée, il faut des machines. Après, il y a d'autres appareils. Il y a des orthèses dentaires. Il y a un panel de traitements. Oui. Mais ces petits gadgets-là, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'efficacité réelle. Alors, au-delà, on est certain maintenant que ces petits gadgets ne fonctionnent pas, mais il y a quand même des mesures d'hygiène de vie qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs qui vont améliorer quand même la qualité du sommeil et qui vont baisser les facteurs de risque de faire de l'apnée du sommeil, notamment ne pas trop manger, avoir une bonne alimentation, l'alcool, etc. D'abord, il faut les règles d'hygiène de vie, c'est-à-dire essayer de dormir à des horaires réguliers. Il ne faut pas dîner et directement aller au dîner dans le salon et s'allonger. Il faut, entre le dîner, le repas du soir et aller au lit, il faut une période. Il faut essayer de bouger un peu, ou de rester dans son salon, bouffer, manger, être devant les écrans, ça c'est très mauvais. Il faut, donc il y a une hygiène de vie, dormir à des horaires réguliers. Il faut éviter les psychotropes, hein, les somnifères. Somnifères, c'est une vraie catastrophe. Et quand on prend des benzodiazépines, déjà, c'est marqué dans les effets secondaires, sauf si c'est prescription médicale, qui dans des détresse respiratoires. Donc il faut en parler à son médecin qu'on fait de l'apnée et que ces psychotropes peuvent parfois aggraver l'apnée du sommeil. Il faut éviter les psychostimulants, éviter l'alcool et éviter... faut avoir une hygiène de vie et surtout le matin quand on se réveille, essayer de ce qu'on appelle de faire un renforcement de l'activité respiratoire, c'est-à-dire renforcer sa respiration, essayer de gonfler ses poumons le matin. Quand on se réveille, on ouvre la fenêtre et on travaille pour contracter les muscles intercostaux, donc renforcer l'amplitude respiratoire. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour vos Merci éclairages. beaucoup. On y voit maintenant beaucoup plus clair Voilà. sur ce sujet de l'apnée du sommeil. Je pense que nos téléspectateurs aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Bien bonjour tout le monde. En le monde, pendant qu'il y a dormi, qui a arrêté de respirer. Il a créé ça l'apnée obstructive du sommeil. Docteur David, expliquez-nous, c'est un problème qui est fréquent. Il a estimé que près de 8% de la population latine. Ça peut arriver à tout l'âge et ça nie en lot conséquences. Oui, parce que pendant le sommeil, on peut manquer l'oxygène et ces conséquences-là peuvent être graves. On peut fatiguer parce qu'on ne peut pas bien dormir. Ou qu'à un sommeil, c'est la route. Ça est responsable aussi à en lot conséquences médicales parce qu'il peut avoir hypertension, il peut avoir aussi AVC, infarctus, du myocarde. Et à la longue, ça peut fatiguer le cerveau aussi. Parce qu'on ne peut pas dormir assez. Le diagnostic là est assez facile. Ça veut dire qu'on peut faire un enregistrement à sommeil. Comme ça, il peut voir quantité de fois où on peut arrêter de respirer. Il faut savoir aussi que le traitement là, c'est simple.
c'est un ventilateur yo ka mettre en air qui ka aider à respirer pendant ou ka dormi. Ça peut aussi arriver à tout l'âge. Ça peut arriver aussi les petits moun. Ça pas même problème là. Là, c'est surtout un problème à végétation amygdala yo et là par contre yo péroté. Merci pour écouter Azote, à dans d'autres soleil.